Alors, vu qu'on a bien mangé, vous allez voir, on va commencer par une petite expérience. Mais déjà, le programme, donc, c'est divisé en 4 parties, la présentation de ce jour. Sur une première partie, on essaiera de voir un peu ce que c'est que le neuromarketing. Ensuite, on verra dans quoi le neuromarketing est utilisé dans le sport. Puis, on fera un petit focus sur les paris sportifs, ça va bien compléter les présentations de ce matin. Et enfin, on finira sur des enjeux d'éthique et de régulation au niveau du neuromarketing. Alors, là, ce qui serait bien, c'est qu'on le fasse à main levée. Donc, si je vous donne 50 € avec les choix suivants, donc vous avez 2 choix. Soit je vous dis, vous gardez 30 € là tout de suite, ou bien vous pariez les 50 € avec une chance sur 2 de les garder en totalité ou de les perdre en totalité. Qui choisit l'option 1 ? Ok. Qui choisit l'option 2 ? Qui sont les joueurs ici ? Ok, ça marche. Donc, sachez que dans l'expérience originale, à peu près 43% des gens choisissent de parier. Là, c'était beaucoup moins. Maintenant, je change. Je vous dis, maintenant, je vous donne 50 € et tout de suite, là, maintenant, vous perdez 20 € ou alors, vous repariez les 50 avec une chance sur 2 de les garder en totalité ou de les perdre en totalité. Qui choisit l'option 1 ? Ok. Et qui choisit l'option 2 ? Ok. Ça marche plutôt bien. En fait, c'est absolument les mêmes options. Hein. C'est-à-dire que dans les 2 cas, vous gardez 30 € avec l'option 1. Donc, en fait, ceux qui ont changé leur choix, c'est pas du tout rationnel. Mais c'est pas grave. C'est une vraie expérience, mais de toute façon, il n'y a pas d'enjeu d'argent là-dedans. Donc. Et ça, c'est une expérience qui a été faite, en fait, qui a donné lieu à une publication dans un magazine prestigieux qui s'appelle Science, qui met en lumière l'importance de la façon dont on présente les choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, hein, on a juste changé un petit peu la première phrase et d'un coup, il y en a une grosse partie d'entre vous qui ont choisi de changer leur choix. Et ça met aussi en lumière un autre mécanisme qui est un biais cognitif, hein, on va revenir là-dessus, qui est l'aversion à la perte. On va avoir tendance globalement à toujours privilégier les choix qui vont minimiser les pertes plutôt que maximiser les gains. D'accord ? Donc là, vous avez vu, finalement, quand on vous disait vous perdez les 20 €, alors que c'est la même chose que gagner 30 €, ben, vous avez préféré, une partie d'entre vous a préféré changer et a plutôt préféré reparier les sommes d'argent. Donc, ça montre en fait que rien que sur ces 2 petits mécanismes-là, la façon dont on présente les choses et l'aversion à la perte, ça peut complètement modifier les choix qu'on va faire, les comportements qu'on va avoir. Et le neuromarketing, c'est une discipline qui va justement utiliser ces petites subtilités pour modifier nos choix en tant que consommateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le neuromarketing ? C'est la réunion de 2 disciplines, les neurosciences cognitives qui, en gros, ça va être les disciplines qui vont s'intéresser aux processus neurobiologiques et à nos cognitions, nos processus cognitifs, qui vont utiliser pour cela des techniques d'imagerie, l'IRM, fonctionnel, l'EEG, l'électroencéphalogramme, et une combinaison avec le marketing, qui est la discipline qui vise justement à modifier les comportements des consommateurs, c'est-à-dire à nous pousser à acheter des produits, des services. Là, ici, je vous montre sur cette image un exemple. Là, c'est en utilisant l'eye tracking. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation du docteur Lukiens. Eh bien, à droite, finalement pour vous, vous avez une image de magasin. Et quand on utilise l'eye tracking pour voir où vont être focalisés les points d'attention un peu chauds, eh bien, vous voyez qu'on est capable aujourd'hui de voir où va préférentiellement se situer le regard. Et donc, ça peut donner lieu à des applications en vie réelle ou bien, comme on va le voir, au niveau des applications numériques. Les outils utilisés, comme j'ai dit, donc ça peut être de l'IRM fonctionnel, de l'électroencéphalogramme, de l'eye tracking. Il y a d'autres techniques aussi qui sont utilisées pour capter comment on ressent les émotions. On va pouvoir par exemple mesurer le taux de sudation, des éléments au niveau cutané qui vont pouvoir nous indiquer que va nous provoquer une publicité qu'on regarde, par exemple, pour peut-être la modifier pour que ça nous provoque une émotion plutôt qu'une autre. Et l'idée, c'est que le neuromarketing, il va pouvoir utiliser pas mal de nos processus cognitifs qui font l'objet de publications. Alors là, vous ne pouvez pas voir parce que c'est tout petit, mais c'était pour vous montrer qu'il y a pas mal de publications. C'est des publications en fait, de neurosciences
qui ont été publiées dans des revues de neurosciences, qui ont été évaluées par les pairs, donc des choses assez sérieuses. Et le neuromarketing va utiliser notre système sensoriel, notre système attentionnel, notre mémoire, nos émotions et notre comportement social pour influencer nos comportements. Alors, il faut comprendre que c'est vraiment un changement par rapport au marketing tout court. Pourquoi ? Parce que le marketing, comme il était fait avant, on essayait de vous convaincre qu'un produit était mieux qu'un autre. Donc, on allait avoir des arguments très rationnels pour vous dire il faut acheter ce produit-là plutôt qu'un autre, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus fonctionnel, parce qu'il est mieux. Et donc, ça faisait appel à notre système 2, qui est le système dit rationnel. C'est le système qui fait qu'on va prendre du temps pour réfléchir, pour parvenir à une décision. Il est opposé au système 1, qui est un peu notre système intuitif, qui a été mis en jeu dans la première expérience qu'on a faite, c'est-à-dire un peu intuitivement comme ça, vous vous êtes dit, vaut mieux pas que je perde 20 €. Donc vous avez choisi l'autre option. Mais ça s'est fait très très rapidement, en fait, de façon quasiment automatique. C'est un peu comme cette illusion d'optique. À première vue, quand on la regarde, on a l'impression que le rond orange à gauche, il est plus petit que le rond à droite, tout de suite là, comme ça. Et en fait, si on prend le temps de mesurer les deux ronds, si on se dit « Ah oui, mais il a l'air plus petit à gauche parce qu'en fait, il est entouré de ronds plus gros », on va comprendre qu'ils ont la même taille, les deux ronds. Mais vous voyez, automatiquement, paf, système 1, intuitivement, on a envie de dire celui de gauche, il est plus petit. Et je vous jure qu'ils font la même taille. Donc, le neuromarketing, il va vraiment fonctionner avec notre système 1. On ne part plus du tout du principe qu'en tant que consommateur, on est rationnel. On n'est pas rationnel et c'est sur ça qu'ils s'appuient. Et ils vont notamment utiliser beaucoup de biais cognitifs. La version à la perte qu'on a vue tout à l'heure, c'est donc un biais cognitif, c'est une erreur systématique que fait notre cerveau un peu automatiquement. Il se trouve qu'ils ont de quoi faire puisque les biais cognitifs, on en a énormément. Là, je vous en liste, évidemment, c'est trop petit pareil pour que vous puissiez voir, mais c'est pour vous montrer qu'ils ont de quoi faire pour nous pousser à consommer. Maintenant, comment ça s'applique dans le sport, le neuromarketing ? Alors, il va y avoir deux principaux domaines d'application. Ça va être utilisé pour nous vendre des produits qui soient sportifs ou non. Et ça va être utilisé, bien entendu, dans les paris sportifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, c'est des études plus ou moins récentes qui montrent qu'il y a complètement des études aujourd'hui qui, notamment, je vais citer beaucoup de marques dans cette présentation, mais j'en cite plusieurs à chaque fois pour ne pas avoir de conflit d'intérêts. Mais notamment, Nike est une marque qui utilise beaucoup le neuromarketing pour mieux vendre ses produits. Alors là, c'est un exemple aussi de comment on va utiliser les couleurs pour nous susciter des idées ou des émotions. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher, vous voyez, le vert, c'est associé à la santé, à la nature, et durant le début de cette présentation, depuis le début de ces journées, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer cette bouteille en plastique Volvic. Donc, est-ce qu'ils n'essayent pas de nous vendre la santé, la nature et que c'est bio et que c'est bon ? Vous savez, on parle aussi beaucoup de greenwashing. En fait, rien que le fait de mettre un petit capuchon vert, peut-être qu'intuitivement, on va se dire ça doit être bon pour la santé. Alors que peut-être pas du tout. Donc, vous allez voir que sur les pubs que je vais vous montrer, il y a un peu cette utilisation des couleurs qui est utilisée. Là, c'est un exemple de produit, on va dire de nutrition là, pour les sportifs. Et vous voyez deux publicités très différentes. La première, donc, on a vraiment cette impression, moi que j'ai eue. Oui. Oui, la remettre. Celle-là ? Donc la première pub, c'est vraiment, alors voilà, on a l'impression tout de suite que Power Nutrition, on va être super puissant, on va être super en forme. Rien qu'avec un peu la couleur qui nous laisserait, comme vous l'avez vu ici, le rouge, c'est associé plutôt à passion, excitation, intensité. En bas, c'est un autre site internet pour le même type de produit. Vous voyez que c'est pas du tout la même, on va dire, philosophie. Ici, on a plutôt du bleu, du vert. On va nous vendre un peu la nature. Et il se trouve que le bleu, c'est associé à la confiance, sécurité et à la sagesse en neuromarketing, et le vert à la santé et à la nature. Autre chose qui va jouer sur la version là, à la perte, comme on a vu au début, sur pas mal de sites, alors ça concerne évidemment pas que le sport, ça vous l'avez vu sur beaucoup d'autres sites en ligne, mais on va nous dire, il faut acheter quelque chose tout de suite là maintenant, sinon à ne pas manquer. Ça veut dire on nous fait penser que si on l'achète pas tout de suite, ça va nous manquer. Et on aime, encore une fois, comme il y a une aversion à la perte, ça peut nous pousser
à acheter le produit alors que peut-être qu'on n'a pas forcément besoin ou pas besoin là tout de suite. Mais on va nous vendre qu'il nous le faut maintenant, sinon c'est tant pis pour nous. Là, je vous ai mis pareil une publicité donc de Nike en haut et d'Adidas en bas. Nike qui nous dit c'est la meilleure offre de l'année. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Il faut la saisir maintenant, là, tout de suite. Et en dessous, Nike va utiliser autre chose. Alors, ça ne se voit pas parce que c'est un peu petit aussi, mais au niveau de nos processus attentionnels, vous voyez, quand on se connecte sur la page Adidas, il y a un petit bonhomme avec un petit rond jaune qui sautille. Le petit rond, il sautille. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de jaune dans le reste de la page, en fait. Donc, notre attention, tout de suite, elle va être attirée sur ce petit rond qui sautille. Et on a l'impression qu'on veut nous dire un truc à nous, personnellement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous cliquez. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tes avantages à D-Club t'attendent. En fait, tu étais attendu. J'étais attendu. C'est-à-dire qu'en plus, on me tutoie, d'ailleurs. Alors, on ne me connaît même pas. Et on vous dit ne manquez jamais rien avec les publicités personnalisées. Donc ouf, on est rassuré parce que justement, on avait encore une fois peur de manquer. Dans les paris sportifs, eh bien, ça, on va beaucoup le voir, ce côté exploitation du neuromarketing dans le design des publicités et des sites en ligne. Donc là, je vous ai mis 3 opérateurs de jeux de paris sportifs qui sont les 3 plus gros opérateurs français. Et vous voyez que si on décrypte un petit peu les publicités, la première, Winamax, donc, c'est une publicité dans laquelle alors le joueur qui a gagné une grosse somme d'argent, c'est celui qui est porté par l'homme avec le chapeau, avec les autres joueurs autour qui s'inclinent dans la cité, là. Et en fait, cette publicité, elle a été designée pour nous faire penser au roi lion. C'est-à-dire que c'est comme si on était Simba porté par le roi pour nous présenter au reste des animaux, parce qu'on est vraiment le roi de la savane, si on gagne la somme d'argent, si on joue. À BetClick, qui va plutôt miser sur les couleurs avec, comme on l'a vu, l'excitation, la puissance avec l'utilisation du rouge. Et Unibet, sur cette pub, il joue sur le fait que, un peu le côté désirabilité, ça va faire un peu jouer nos biais de comparaison, où on voit les joueurs qui, on nous dit, nés pour gagner, sous-entendu, moi aussi, je suis né pour gagner, comme les joueurs, et donc on va s'associer aux joueurs et se dire, si je parie, peut-être que moi aussi, je vais gagner, parce qu'après tout, je suis né pour ça. Dans les astuces qui sont utilisées par les opérateurs de jeux en ligne, il va y avoir l'offre de bienvenue, ça on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on regarde un peu ensemble l'interface, c'est-à-dire que la police la plus grosse ici, elle est utilisée pour le 100 €, clairement. C'est-à-dire que la première chose qu'on voit quand on se connecte, c'est 100 € de bonus en dessous, avec en gros « je m'inscris » en jaune, parier aussi en gros. Et alors le message de prévention, est-ce que vous le voyez, il est où? Il est tout en haut, mais vous voyez, c'est pas forcément ce qu'on voit en premier, on est d'accord. Donc nous, on arrive dessus, 100 €. Moi, je vois 100 € dans ma tête, je me dis chouette, je vais gagner 100 €. Donc au niveau attentionnel, ils m'ont capté à ce niveau-là. Ils m'ont pas capté sur le message de prévention. Autre exemple, je me suis connectée sur Winamax parce que je joue tous les jours. C'est pas vrai du tout, c'était pour préparer cette présentation. Et donc, en fait, tout de suite, on me propose, d'ailleurs, c'est carrément une fenêtre pop-up. On me propose de gagner pareil 100 € tout de suite. Et là, il y a un degré d'engagement supplémentaire, c'est que si je dis « Ok, je refuse les 100 €, il faut que moi, je clique sur la petite croix pour dire « Ok, en toute âme et conscience, je refuse de parier 100 €. » Et si je ne clique pas sur la petite croix, je ne peux pas accéder au reste du site. Ça, c'est des petites techniques aussi pour nous pousser à bien considérer l'offre qui nous est proposée. Une autre technique qui va être utilisée, qui va jouer sur notre, parfois, difficulté à comprendre comment fonctionnent les probabilités, ça va être les paris combinés. Là, si je lance un pari sur ce site, on va tout de suite... En fait, il y a 2 onglets ici, il y a simple ou combiné. Et tout de suite, si je sélectionne 2 paris, ils vont me rebasculer automatiquement sur paris combiné. Ça veut dire que si je veux basculer sur l'autre, il faut que je clique sur simple, mais ce n'est pas ce qui m'est proposé en automatique. Paris combiné, c'est hyper vicieux. C'est qu'en fait, je vais avoir plusieurs paris que je vais sélectionner. Si l'ensemble de mes paris tombe juste, alors je gagne une grosse somme d'argent. Et plus, d'ailleurs, je rajoute des paris, plus je vais avoir un bonus. Par contre, si j'ai un pari faux, je perds tout. Et on joue sur le fait que peut-être qu'intuitivement, on va se dire, plus je fais de paris, plus j'ai de chances, en fait, je multiplie les paris, je multiplie peut-être les chances de gagner. Alors que pas du tout, plus je rajoute des paris,
plus je réduis mes chances de gagner parce que les probabilités se multiplient et que donc ça fait des probabilités de plus en plus petites d'avoir la bonne combinaison. Et donc si je choisis le pari simple, vous voyez, là ça veut dire que c'est moi qui choisis de dire ok, non, combiné j'en veux pas, je vais aller au pari simple. Et donc si je gagne celui-là et pas l'autre, j'aurai quand même les gains de celui que j'ai gagné. Mais ce n'est pas ce qui va être favorisé automatiquement par les sites de paris sportifs. Autre chose aussi qui va être un peu le même principe, c'est que de plus en plus, on peut parier sur énormément de choses. Ça ne va plus être parier sur juste l'issue d'un match, ça va être parier sur plein de choses qui peuvent se passer dans le match. Donc là aussi, on multiplie, on a l'impression qu'en faisant plusieurs paris, on peut peut-être augmenter ses chances de réussir. Donc on peut parier sur, évidemment, l'issue du match, mais aussi qui va marquer, à quelle minute, est-ce que tel joueur a marqué 2 fois, quel va être l'écart entre les deux scores. Et donc, ça incite le joueur à cliquer sur plusieurs paris à la fois. Il y a également les cotes boostées qui vont jouer sur notre aversion à la perte. On va vous dire, ce week-end-là, il y a un pari qui va vous permettre de remporter vraiment beaucoup d'argent, mais c'est que ce week-end. Ça veut dire que si vous le loupez, vous ne pourrez plus jamais parier sur celui-là. Or, en fait, les cotes boostées, il y en a régulièrement. C'est dans la façon dont ça vous est présenté, on a l'impression que c'est maintenant tout de suite qu'il faut le faire. Alors on pourrait se dire, ok, mais alors comment tout ça est régulé? Parce qu'il doit bien y avoir des lois quand même pour limiter ces mécanismes. Alors, du coup, j'ai fait un peu un petit jeu. J'ai fait un parallèle entre les critiques qui sont faites au neuromarketing et les réponses des neuromarketeurs à ces critiques. La critique faite au neuromarketing, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de penser, c'est finalement on manipule les consommateurs à leur insu pour les pousser à l'achat. Les neuromarketeurs, ils vont répondre oui, mais non, c'est plus compliqué parce qu'en fait, dans le cerveau, il n'y a pas vraiment une zone d'achat sur laquelle on appuierait pour pousser le consommateur à acheter. Alors on dit oui, mais d'accord, mais le neuromarketing, quand même, ça peut, justement, en jouant sur la vulnérabilité de certaines personnes, majorer le risque d'addiction ou d'obésité pour les neuromarketing sur les produits alimentaires. Et là, le neuromarketing, il dit, oui, mais ce n'est pas nous, c'est le capitalisme qui pousse les gens à consommer. Le neuromarketing n'est qu'un outil, et donc il faut différencier l'outil de son utilisation. Ensuite, une autre critique, c'est, oui, mais avec le neuromarketing, en faisant les études pour voir si une pub elle est efficace ou pas, par exemple, on expose les participants à ces études peut-être à des dommages dans les études, parce que c'est peut-être pas anodin de leur faire faire des IRM fonctionnels ou d'autres examens. Et là, le neuromarketeur est dit, oui, mais finalement, ce n'est pas non plus le problème des études, c'est plus les humains qui gèrent les études, qui pourraient faire des erreurs. Et en plus, on a des comités de protection des personnes, donc ce n'est pas vraiment un problème. On reproche aussi au neuromarketing qu'il y a un vide réglementaire pour encadrer les pratiques. Les neuromarketeurs disent, ce n'est pas un problème, on s'autorégule tout seul, nous sommes des gens responsables. Enfin, une des questions éthiques, c'est évidemment, ça rejoint un peu la première, le neuromarketing, c'est contraire au libre arbitre de l'individu. Les neuromarketeurs, ils vont dire, l'individu garde le choix de son achat. En fait, notre environnement dans son ensemble va faire qu'on va privilégier un choix plutôt qu'un autre. Ce n'est pas que les outils du neuromarketing. Et finalement, l'achat, il va être influencé par beaucoup d'autres choses et pas que la publicité, notamment. Donc finalement, les neuromarketeurs ils disent le neuromarketing ne contrôle pas l'esprit, mais cherche plutôt à améliorer la compréhension des besoins et des préférences des consommateurs, ce qui peut conduire à une meilleure adaptation des produits et des services à leurs attentes. En fait, ce qu'ils disent, c'est le neuromarketing, c'est pour les consommateurs, c'est pour privilégier leur bien-être et qu'on leur propose des produits les plus adaptés possibles. Comment c'est régulé? Il y a un peu un problème de régulation, justement. Il y a une loi la loi de bioéthique qui a été révisée en juillet 2011 qui dit que les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertise judiciaire, sauf qu'en fait, dans le neuromarketing, il n'y a pas que les techniques d'imagerie qui sont utilisées. Qu'est-ce qu'elles font les entreprises en plus? Elles vont juste faire leurs études dans d'autres pays où c'est autorisé. Ils disent aussi, les neuromarketeurs, qu'ils ont fait un espèce de code d'éthique, mais qui en pratique ne s'applique qu'à la façon dont ils font les recherches en neuromarketing, et qui aurait aussi l'appui sur la loi informatique et liberté qui protège les données des usagers, le code de la consommation qui encadre les pratiques de marketing en empêchant les pratiques commerciales trompeuses ou agressives,
Ça s'appuie aussi sur le code de déontologie des psychologues qui n'auraient pas le droit de manipuler et le code international ICC ESOMAR qui, pareil, encadre la façon dont sont faites les études. Bon, donc finalement, il n'y a pas grand-chose au niveau de la régulation en France, mais il faut savoir que dans d'autres pays, c'est encore moins régulé, notamment aux États-Unis et en Chine. Là, finalement, ils ne régulent pas trop le neuromarketing, c'est plutôt bien accepté dans les pratiques. Voilà, donc en France, on pourrait dire c'est pas si mal ou c'est pas assez, je sais pas, je vous laisse conclure là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous laisse juste cette petite expérience aussi à méditer. Il y a du neuromarketing là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Il y a un piège. Je vous explique parce que ça va être compliqué de le faire ici, mais en gros, là, c'est comme si vous vouliez prendre un abonnement à un magazine et on serait tenté de choisir celui-là qui est la dernière ligne à 125 parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est pour le même prix, j'ai beaucoup plus que le 2. Sauf qu'en fait, la troisième ligne, elle a été ajoutée exprès et que quand on change et qu'on met plus que 2 propositions, la plupart des gens, ils vont choisir celle à 59 €. Donc, ils utilisent aussi des leurres en neuromarketing pour influencer les choix qu'on va faire. Voilà, c'était tout.